Du coup, Victor et Oriane, merci. L'idée, c'est de discuter SEO, comprendre un petit peu les bases. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il serait intéressant, c'est que chacun se présente un petit peu ses expériences personnelles et professionnelles, notamment en lien avec le SEO. Donc moi, si ça vous va, je vais me lancer directement. Moi, je m'appelle Link Boris, donc j'utilise un pseudo. C'est mon vrai prénom. En fait, la toute première expérience que j'ai eue avec le SEO, c'était avec un blog qui s'appelle Sorare Info que je mettrai en description. Donc ce site-là, pour donner un petit peu un ordre d'idée aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, a généré sur 2 ans 30 000 visites et un compte Twitter que j'ai fait monter petit à petit avec une newsletter, avec 1000 adresses mail que j'ai collectées et avec aussi une centaine ou peut-être même 200 éditions de la newsletter. Donc c'était en anglais, je mettrai les liens en description. Donc des interviews, des vidéos et plein de types de contenus. Et un blog notamment sur WordPress et ensuite que j'ai repris et que j'ai codé moi-même de A à Z à cause de petits bugs, etc. Donc j'ai une petite connaissance de base, mais j'ai pas trop non plus poussé tout ce qui est Google My Business, tous les autres sujets. Je pense que c'est pour ça que ça va être hyper intéressant d'en parler ensemble, parce que je pense que chacun aura des expériences un petit peu différentes des unes des autres. Et voilà, pour ma part, j'ai récemment créé Numéramèche, la chaîne sur laquelle du coup cette vidéo sera publiée, qui est une agence. Aujourd'hui, donc j'ai la chance d'échanger avec Oriane et Victor. Je vais vous laisser du coup vous présenter. Peut-être Oriane déjà, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Oriane. Merci beaucoup, Boris, de m'avoir invité pour parler justement du SEO. De mon côté, alors le SEO, j'ai vraiment mis vraiment les mains dedans assez rapidement. En fait, j'ai fait un master 2 en marketing digital et j'étais en alternance du coup dans une startup qui lançait un produit, donc vraiment le lancement de produit, donc vraiment de créer tout de A à Z, notamment pour le blog. Donc vraiment de rechercher qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens par rapport à l'actualité, etc. Parce que c'était un site sur la crypto-monnaie en France. Donc vraiment, voilà, de pouvoir vraiment rechercher tout ce qui était mots-clés, tout ce qui pouvait générer vraiment du trafic sur le site internet. Et ensuite, après, sur mon autre expérience en CDI, pareillement, vraiment lancement de produit. Donc j'ai fait que des lancements de produits jusqu'à maintenant. Enfin maintenant, c'est bon, le produit est lancé dans ma nouvelle boîte. Mais du coup, voilà, pareil, il fallait tout reprendre, tous les articles de blog, etc. Donc vraiment là-dessus, tout ce qui est structuration de site. Et indexation et vraiment de pouvoir être bien ranké, on va dire, sur Google notamment, donc dans les recherches où on recherchait le plus, de pouvoir être bien positionné par rapport à nos concurrents. Et puis maintenant, je mets les mains dans Shopify et du coup, pareil, gros travail de SEO et là vraiment alors je vais dire des gros mots, on va dire des choses genre audit sémantique. Ça fait peur comme ça, mais on va dire que c'est genre recherche de champ lexical, on va dire, par rapport au métier. Voilà. Ok. Et ben alors du coup, alors moi c'est Victor, donc je suis plombier chauffagiste depuis, en fait je me suis mis à mon compte en 2012. Et du coup dans l'activité de la plomberie, chauffage on va dire général, et progressivement je me suis spécialisé dans le chauffage et je fais énormément de maintenance de chaudière gaz à Dijon, donc entretien, dépannage. Je me suis démarqué un peu en m'associant avec un collègue avec qui j'avais fait la formation à l'époque, en développant un concept de se déplacer à vélo pour faire les entretiens de chaudière, dépannage, en fait, la beaucoup de choses. Donc, c'est des vélos aménagés. Moi, j'ai commencé avec un vélo un peu bricolé au début, puis maintenant, je roule en vélo cargo assez super bien foutu, en plus fabriqué à Dijon. D'ailleurs, c'est une marque, je vais les citer parce que j'aime bien, je les aime beaucoup. Ça s'appelle 12 Cycles. Donc voilà. Et puis le nom à la base, c'était aussi Véligaz. Donc voilà, il y a eu quelques articles à l'époque dans les journaux et tout ça, parce que ça faisait un peu parler de plombier à vélo. Et moi, assez vite, j'avais créé un site internet. Alors, j'ai pas raconté ma vie, hein, mais j'ai créé un site internet avec la Chambre des métiers, c'était une création de site internet, c'est offert avec
le fait d'être artisan à son compte. Et j'avoue que c'était plutôt pas mal parce que ça m'a permis de créer un Google Site esthétiquement relativement moche, mais et assez efficace parce que je me suis un peu intéressé justement au référencement à ce moment-là. Même si je suis nul en informatique, j'ai essayé un petit peu, puis en demandant des conseils, de mettre les bons mots-clés un peu dans mon site internet, de le rendre un peu vivant. Et puis progressivement, ça a mis du temps quand même, hein, c'était pas fin. Il s'est à peu près référencé plutôt pas mal. Puis j'ai demandé aussi aux clients de mettre des avis. Donc le fait qu'ils mettent des avis, ça a permis aussi, je pense, d'augmenter la visibilité. Donc voilà. Et puis là, récemment, on va dire depuis 1 an, j'ai développé l'activité. Alors, je fais aussi un camion et je fais pas tout en vélo. Il y a aussi l'activité de solaire photovoltaïque. Et donc là, pour le coup, Boris m'avait appelé à l'époque. On se connaissait pas. On avait discuté. J'avais dit voilà, pour la partie solaire, j'aimerais bien peut-être chercher à communiquer, puisque là-dedans, je suis pas connu dans ce domaine-là. Autant en plomberie chauffage, je suis overbooké et j'aimerais bien plutôt calmer le jeu. Bon, j'ai un salarié avec moi, donc on est deux. Mais sur la partie photovoltaïque, je voulais développer ça. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours repoussé l'échéance parce que c'était long à mettre en place, compliqué avec les assurances, ça. Donc là, j'ai passé le pas il y a 1 an, un peu moins d'1 an, et j'ai trouvé une assurance qui va bien m'assurer dans le domaine. J'ai passé les qualifications qui étaient demandées. Et je suis en train de vraiment structurer cette partie-là. Et j'ai commencé à faire des installations solaires et ça me plaît beaucoup. Et je veux développer et donc j'aimerais communiquer là-dessus. Donc voilà. Et donc d'où ma présence ici par rapport à Boris, avec qui donc on travaille et qui doit un peu s'arracher les cheveux parce que je suis pas toujours très bien dispo et tout ça, mais il fait un super boulot, voilà. Et donc je suis tout oui. Bah, c'est gentil. Mais pour donner effectivement un petit peu de contexte, il y a déjà donc une première version qui est vraiment la version 0.0, enfin 0.0.1 du site voltasol.fr qui est uniquement un domaine avec du contenu et qui est du coup voltasol.fr, le Voltasol, le projet de Victor. Et en fait, euh, il y a plein de sujets quand quelqu'un veut créer un projet et communiquer. Et on en a parlé longuement avec Oriane au téléphone. On va essayer de résumer la conversation en quelques minutes pour délivrer le maximum de valeur aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais il y a plusieurs étapes. Il y a aussi une vidéo que je viens juste de publier sur le site de Numéramèche pour donner un petit peu les grandes lignes par où commencer sans trop se prendre la tête. Et il y a une étape qui vient à un moment donné qui est est-ce que je dois faire du ads? Est-ce que je dois plutôt privilégier le SEO? Qu'est-ce que c'est le SEO? Qu'est-ce que je dois faire en priorité, etc. Et vu que je sais que Oriane, bon, bah, toi, tu es quand même bien calé, très bien calé sur le sujet, moi j'ai des petites connaissances aussi de par mes hobbies, et puis aujourd'hui par ma profession, je dois me former, mais je suis pas j'ai jamais fait ça à temps plein et j'ai jamais passé énormément de temps à faire du SEO, bien que j'ai passé une certification Google, mais voilà, sur une base quotidienne, j'ai jamais fait un mois 100% de SEO, quoi. C'était plus éparpillé par-ci par-là. Je me suis dit autant se réunir tous les trois avec nos expériences différentes, que ce soit Victor avec son activité de plombier où il a été extrêmement bien référencé déjà, Oriane avec ses expériences professionnelles aussi de SEO et différents projets, et moi avec mes différents projets entrepreneuriaux. Je pense que ça peut donner des axes un petit peu intéressants de discussion. Et donc l'idée dans un premier temps, si ça vous va, c'est on va te laisser peut-être Oriane expliquer si tu devais expliquer à ma grand-mère ce qu'est ce qu'est le SEO, bien Bien qu'elle sûr. aurait 10 000 questions qu'on ne va pas poser aujourd'hui, qu'est-ce que On fera un petit lexique qu'est-ce que peut-être. tu lui dirais exactement? On fournira le dictionnaire après, mais on ne rentrera pas dans toutes les questions. Bah, du coup, le SEO, pour faire, on va dire, simple et en quelques mots, on va dire, c'est ce qui définit vraiment toutes les techniques qu'on peut utiliser sur Google et sur les sites internet, enfin sur Internet de manière générale, pour avoir en fait une position la plus optimale possible sur la SERP. Alors la SERP, c'est la page numéro 1 quand on tape, je sais pas, par exemple, Voltasol. Et bah du coup, tu seras en position 0, donc c'est la meilleure position qu'on peut avoir sur Google. Donc c'est-à-dire que tu arrives en premier plan. Et donc du coup, le SEO, c'est vraiment ce qui va faire que tu es en premier lieu sur, par exemple, des mots-clés. Par exemple, panneau photovoltaïque.
si ton site arrive du coup en premier, en position 0, c'est-à-dire que ton SEO sur ce mot-clé est vraiment fort. Et du coup, tu as eu toutes les techniques pour être référencé à ce niveau-là. Donc, du coup, pourquoi a-t-on besoin du SEO? Voilà, bon, du coup, j'ai un peu résumé, mais c'est vraiment pour générer du trafic, pour apporter des réponses claires aux personnes, du coup, qui font des recherches sur Internet, tout simplement. Et du coup, travailler aussi sa e-réputation, comme tu as pu le dire, avec tout ce qui est aussi avis, etc., sur Google My Business notamment. Donc voilà, c'est assez important parce que du coup, on va dire que le Google actuel, maintenant, c'est un peu les pages jaunes d'hier. C'est vraiment quelque chose où il faut être absolument dessus parce que tout le monde l'est, tous nos concurrents le sont. Et donc, c'est important vraiment de pouvoir se positionner là-dessus. Donc, le SEO, on a 3 piliers. On a la technique, on a le contenu et on a tout ce qui va être référencement, backlink, etc. Voilà, si je peux, si je peux résumer à ta grand-mère, Boris, j'espère qu'elle aura compris là-dessus. Si jamais il y a des C'est les mots, pages jaunes, c'est les pages jaunes d'aujourd'hui. C'est c'est le c'est- beau teint, c'est- c'est le c'est beau ça teint qu'il faudrait d'aujourd'hui. lui dire. Exactement. En un seul mot. Elle regardera certainement la vidéo, donc je vous donnerai son retour en privé. Mais en fait, il y a tellement de sous-questions et quand on parle SEO, il y a vraiment 10 000 questions qui se posent. Et il y avait un point aussi, moi, qu'en tout cas, que je vais résumer brièvement, qui est un parti pris que je prends, en tout cas avec Numeramesh, qui est quelqu'un veut lancer un projet. euh, Cette personne-là, moi, je lui recommande, et c'est après avoir discuté avec toi, Oriane, d'ailleurs, que j'ai changé d'avis, de d'abord créer une page Google My Business, ensuite, dans un second temps, créer son site internet. Et ça, c'est vraiment les deux grandes étapes. Après, dans un troisième temps, créer les réseaux sociaux. Après, ces trois étapes-là, il y a tellement de travail pour une personne qui a déjà une activité. Et je pense que Victor, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus aussi. Et je pense qu'on a tous aussi, on a tous une idée ici en tant qu'entrepreneur. Je pense que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent aussi. Mais est-ce que tu peux nous dire justement, vu avec plutôt ton expérience de plombier, comment tu arrives à t'organiser? Est-ce que tu penses que c'est dans cet ordre-là qu'il faut procéder? Est-ce que tu penses qu'il faut procéder autrement? Ouais, comment développer au fur et à mesure avec de la régularité une bonne présence pour vraiment démarrer. Et après, on rentrera vraiment plus dans le SEO pur avec des optimisations, des articles, des idées, des collaborations et plein d'autres sujets. Si ça vous va, on peut procéder comme ça. Carrément. Mhm. Ben, moi, oui, oui, je pense qu'en effet, Goo- euh, Google My Business et le site internet, c'est le pilier. Surtout que moi, c'est vrai que Google My Business, je l'ai parce que il me donne régulièrement les vues que j'ai sur mon site, etc. Donc, il me donne des informations comme ça. Mais c'est marrant, j'arrive même plus à avoir le souvenir de quand je l'ai fait en fait et à quel moment je l'ai fait. Mais euh, mais euh, mais en effet, il y a ça. Moi, alors j'ai une question, mais on n'est pas obligé de la traiter tout de suite. C'est juste que je risque de l'oublier tout à l'heure. C'est juste, on me parlait des moteurs de recherche. On parle tout le temps de Google, beaucoup de Google. J'en parlais à Boris l'autre coup. Moi, alors je sais que ça devient, c'est un peu marginal. Je sais pas au niveau des connexions et de ça exactement comment ça marche, enfin le nombre et tout ça, ouais, le poids de Google par rapport aux autres. Mais il y a notamment Ecosia que j'aime beaucoup, que moi j'utilise pour des raisons environnementales aussi et de valeur. Et après, il y a Qwant aussi en France pour tout ce qui est données. Mais du coup, est-ce que quand on parle de... Parce que moi, j'ai remarqué une chose, c'est que mon Vic Plomberie, donc c'est un Google site à la base, et je suis bien référencé sur Google, en effet. Avec le temps, ça s'est plutôt bien référencé, surtout dans la partie entretien de chaudière, mais pas bien référencé sur Ecosia, qui est Bing, en fait, c'est Microsoft, enfin, c'est Bing. J'ai pas trop testé sur d'autres moteurs de recherche, mais je pense que je suis pas forcément très bien référencé. Et ma question, c'était pourquoi, finalement, je suis si mal référencé sur les autres. Alors, alors, est-ce que c'est parce que j'ai un Google site, mais ça, je sais pas si ça a une importance sur la structure du site, le fait qu'il soit chez Google ou sur une autre plateforme avec WordPress ou voilà. Est-ce que ça a un impact, en fait, la structure du site et chez qui on le fait, avec le référencement des moteurs de recherche, ou est-ce que ça n'a pas d'impact? Et quel est le poids des autres moteurs de recherche vis-à-vis de Google? Voilà, c'était un peu ma question que j'avais, mes questions par rapport aux moteurs de recherche.
Ah bah on même en refaire ouais, carrément une vidéo dédiée, mais je pense pour mettre ça rapidement, puis après on se documentera, parce que j'avoue que nous on n'a pas préparé tu vois, spécifiquement le sujet, mais en tout cas moi personnellement, ça c'est plus mon avis perso sans forcément de la documentation, plus mon avis perso, c'est que déjà en termes de volume, comme tu le dis, Google ça doit représenter un volume, je dirais plus de 80%, je n'ai pas la stat exacte, mais faudra vérifier, on pourra faire un contenu vraiment spécifique là-dessus, là je pense qu'on y passera 3 à 5 minutes, mais ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est comment sont structurés ces moteurs de recherche-là. Le fait que Google est lié à Google Maps et qu'il y ait une structure avec tous les établissements, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent dans d'autres moteurs de recherche, ou en tout cas pas de la même manière. Donc je pense qu'en effet, le maillage et toute la stratégie qui est faite, que la majorité des personnes font pour être optimisées sur Google, qui est le moteur de recherche numéro un, s'applique pas forcément aux autres moteurs de recherche. Et après, le troisième point, qui est que pour moi, si tu es bien référencé sur Google, généralement, tu seras quand même pas trop mal référencé sur le reste, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc autant optimiser Google, parce que j'aurais tendance à penser, et peut-être à tort, il faudra vérifier ce que je dis, ça se trouve, je dis des grosses bêtises, mais si je devais conseiller quelqu'un, je lui dirais optimise Google, et par effet de ricochet, tu vas être optimisé sur le reste, et je pense que l'inverse n'est pas forcément vrai. Si tu optimises Bing, je suis pas sûr que ça t'optimise Google My Business. Mais encore une fois, sans aucune documentation. Oui, bah justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, et du coup, ça m'est venu à l'esprit en plus pour compléter. Par exemple, Victor, sur Google, tu vas, quand tu crées un Google My Business, etc., derrière aussi, tu vas, du coup, tous les robots vont crawler, tous les robots de Google, en fait, vont vraiment collecter toute ta donnée, en fait, et donc vont l'indexer. Alors que du coup, ils vont indexer aussi les bonnes pratiques que tu as fait sur Google. Et je pense effectivement, comme du coup l'a dit en plus des maillages, etc., Boris, que effectivement la collecte de données sur Google n'est peut-être pas la même collecte de données sur Microsoft Bing ou Mozilla ou d'autres moteurs de recherche en effet. Donc il faudra effectivement qu'on se renseigne plus là-dessus parce que j'ai toujours personnellement travaillé que sur Google parce que comme l'a dit Boris encore une fois 80% voire 90% je pense peut-être que c'est en train de changer avec justement ce que tu disais tout ce qui est éthique et écologie. Les gens commencent à aussi avoir peur du coup de la fuite de données. Mais on va dire les 80% du volume pour l'instant se fait encore sur Google et effectivement on préfère mettre tous nos efforts sur Google et après quitte à que ce ne soit pas optimal sur les autres moteurs de recherche. Non, mais c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a la partie écologique, il y a la partie données. Ça me fait penser, j'ai optimisé justement moi tout mon setup perso avec VPN, browser, etc. Donc je pense que ça peut être vraiment un premier axe de vidéo qui sera du coup qui sort de ce contexte-là, donc on le traitera à un autre moment. Et après, la partie aussi moteur de recherche, juste une comparaison, comprendre comment il fonctionne, etc. Ça peut être hyper intéressant. Donc top, franchement top question, mais par contre du coup c'est vrai que là nous on va parler, enfin pour la grande majorité du SEO de Google parce que c'est celui qui est le plus utilisé et les règles s'appliquent, je pense, alors ça c'est un parti pris que je prends, mais je pense que la grande majorité des règles ce qu'on va dire va s'appliquer pour les autres moteurs de recherche. Du coup ça fait une excellente transition. Est-ce que, bah déjà toi, dans un premier temps, Victor, est-ce que tu as remarqué des choses en tant que plombier quand tu as développé ta structure, des choses qui marquaient bien, donc qui marchaient bien, tu as parlé d'avis, tu as parlé aussi de Google Sheet. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu peut-être dans les détails si on a un plombier là qui se lance, il vient de créer sa structure, là on enregistre, on est en février 2025. Quelqu'un qui crée sa structure en février 2025, pour être bien référencé, qu'est-ce que tu lui dirais? Le contenu, il est important. Donc, si de bien mettre les phrases et les mots avec dans les phrases les mots clés de son activité. Si le mec qui fait du désengorgement, donc du débouchage, qui met tous les mots synonymes de débouchage dans son site à différents endroits de manière, pas de manière brute, mais agrémentée de phrases et d'explications. De pas hésiter à le répéter dans différentes pages du site, sans forcément faire 15 000 pages, je pense. Mais, mais en tout cas, de répéter un petit peu ce vocabulaire, de répéter aussi les zones géographiques sur lesquelles il veut intervenir.
Par exemple, moi, c'est Dijon, mais ça peut être, je peux noter Chenôve, Longville et tout ce qui est autour de Dijon, si j'ai envie d'intervenir là-bas. Le fait que ça soit indiqué, je pense que ça joue aussi dans le référencement parce que du coup, les mots vont apparaître en complément de l'activité si les gens y cherchent. Et puis, ça permettra de... Et ça, euh, je sais pas, moi j'avais aussi posté une petite vidéo un peu rigolote par rapport où j'étais filmé en train de me déplacer avec le vélo cargo à l'époque. Donc il y avait de mettre des petites vidéos qui peuvent intéresser les gens. Ou je sais pas si le mec qui fait du dépannage chaudière, moi je fais du dépannage, je l'ai pas fait, mais je me dis ça peut être intéressant de donner des astuces de dépannage avec des codes erreurs de chaudière, ou que ce soit des vidéos ou des textes, du texte en disant bah voilà vous avez telle chaudière. Saunier Duval, machin, pour le remplissage c'est à tel endroit, ça, sans forcément du dépannage complexe, mais des trucs basiques. Et les gens, ils vont taper problème chaudière Saunier Duval, et en fait, si ça peut, je l'ai pas fait, hein, mais je pense que c'est des choses qui peuvent se faire si on veut faire du dépannage, par exemple, ou de la maintenance. Après, je pense qu'en fonction de l'activité aussi, il faut bien mettre des trucs qui ciblent. Ça permet de ramener potentiellement des gens qui vont taper des trucs sur Internet et ça peut renvoyer sur le site. Et même s'ils y vont pour choper juste l'info, au moins ils vont dessus, ça fait du flux, quoi. Et le fait que le site soit visité, et pareil, bon, moi je le faisais pas spécialement, hein, mais le fait de rajouter régulièrement des petits articles, du texte, je pense que les robots Google, notamment, ben, viennent faire des tours régulièrement et s'ils voient qu'il y a du changement et qu'il y a de la vie, c'est important. Les avis, c'est important aussi parce que forcément, si les gens ils mettent un avis, c'est que forcément le site que l'entreprise elle existe. Parce que Google, je suis pas expert, hein, mais ils sont la force de Google et pourquoi tout le monde va dessus, c'est que c'est pertinent. C'est-à-dire que quand on cherche quelque chose, un restaurant, quelque chose, un fleuriste, un plombier, on a envie de tomber sur un site internet qui correspond à quelqu'un qui est en activité, qui est pas un charlatan et surtout qui est là, quoi. Et si on tape un truc et que le truc, ça fait déjà 5 ans qu'il est plus existe, que l'entreprise, elle n'existe plus, les gens, ils perdent du temps. C'est-à-dire qu'ils quittent le site, ou alors le site n'est plus existant, il est plus en ligne, ça. Et ça, Google, ils sont très sensibles à ça. Ils ont compris que c'était super important. Ils ont compris un truc super, super important, c'est que de faire une petite map avec les points et le fait qu'on clique dessus avec marqué les horaires d'ouverture, à peu près, quoi. Même moi, ils me mettent des horaires d'ouverture, je l'ai mis, mais c'est pas forcément méga précis, mais ça donne une idée. Et le fait d'avoir le numéro de téléphone, on clique, on peut appeler directement depuis son smartphone. Et ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on dit que c'est super important de bien remplir sa fiche Google My Business, qu'elle soit à jour, qu'elle corresponde bien au bon numéro de téléphone, au bon site et ça. Et du coup, ça, c'est super important. Parce que les robots Google va chercher à privilégier les entreprises qui sont réelles et qui sont réactives et qui sont là, quoi, qui sont présentes. Parce que des boîtes, des gens qui créent des sites internet et puis finalement qui arrêtent, il y en a plein. Donc eux, il faut qu'ils soient blacklistés par Google, c'est leur objectif de Google. Donc si nous, on veut pas être blacklisté en pensant qu'on n'est plus là, il faut montrer qu'on est là. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je suis pas technique du tout, donc je sais pas si c'est réellement comme ça que ça se passe, mais à mon avis, il y a de fortes chances pour que ça soit en lien. Mm. Ouais, totalement. Tu as vraiment dit des choses très pertinentes. Bah, comme tu disais, Victor, par exemple, sur tout ce qui est mots-clés, donc déjà aussi de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent comment on peut trouver des mots-clés et sur quelle base aussi il faut qu'on s'appuie. Parce que trouver des mots-clés, on peut en trouver, mais aussi tu vas avoir des mots-clés qui vont être plus pertinents. Et du coup, ces mots-clés pertinents, comment on va les mesurer? C'est par le nombre de recherches que tu as quotidiennes ou par mois, ça dépend. Tu as plusieurs outils qui font référence à ça. Tu as Google Keywords, notamment, encore Google, ou alors tu as Google Trends également, qui te permet effectivement, quand tu recherches ton mot-clé, de pouvoir noter, bah, comme tu l'as pu le dire, chaudière ou dépannage chaudière ou des choses comme ça. Parce qu'en gros, tu vas avoir deux types de mots-clés différents. Tu vas avoir des mots-clés à courte et à longue traîne. Donc en fait, courte traîne, ça veut dire que c'est des mots-clés où tu vas avoir qu'un mot ou deux. Et donc, effectivement, tu vas avoir beaucoup de gens, beaucoup de recherches, et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de se placer sur ces mots-clés-là. Et par contre, tu vas avoir des mots-clés qui vont être en longue traîne. Donc, c'est par exemple dépannage, chaudière, Dijon et un quartier de Dijon, par exemple.
Et là, du coup, ça va être une longue traîne. Il va avoir moins de recherches, mais par contre, tu vas avoir beaucoup plus de place sur ce mot-clé-là si tu arrives à te positionner en utilisant ce mot-clé, comme tu as pu le dire, en positionnant soit sur une page avec un champ lexical associé, ou pareil, tu recherches d'autres mots-clés qui sont à peu près dans les mêmes recherches et qui sont aussi pertinents qu'avec ton mot-clé principal, la longue traîne. Et voilà. Et du coup, ce genre de choses, donc tu peux avoir, donc, comme j'ai pu le dire, des outils où tu peux avoir, du coup, en recherchant directement les mots-clés sur lesquels tu souhaiterais te positionner. Et également, tu as aussi des outils qui sont en ligne gratuits. Et après, tu as toujours un plan payant selon ton utilité et si tu l'utilises souvent. Mais par exemple, tu as Uber Suggest, c'est du coup Ask the Public, où tu peux noter justement panneaux photovoltaïques par exemple ou dépannage chaudière. Et là, pour le coup, ça te permet d'avoir un panel où tu as des questions, des sujets, des questions, vraiment de comment les gens recherchent ton sujet sur Internet et qu'est-ce qu'ils tapent sur Internet pour te trouver. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir te placer en disant, OK, donc moi, par exemple, j'ai panneau photovoltaïque, et ben, en fait, ils cherchent beaucoup prix avec le panneau photovoltaïque. Donc voilà, du coup, après, il faut pouvoir jongler, se dire, OK, mais là, par contre, ce mot-clé est beaucoup recherché. Pour l'instant, pour me placer, il vaut peut-être mieux que je cherche un mot-clé moins cherché, mais par contre où je peux me mettre du coup en position zéro, comme je l'ai dit au tout début. Et du coup, voilà, c'est vraiment en fait un jeu entre une jauge où voilà, de vouloir se placer, de tester aussi. Hein. De toute façon, il faut tester, il faut essayer, etc. Et ensuite de voir comment on se place au fur et à mesure. Et après, dans tous les cas, tu as Google Search Console. Donc ça, c'est un compte, dès qu'on a Google et qu'on a un Google My Business et un site, on peut très bien créer le compte, on rentre le site dans ce compte-là et après tu peux voir aussi tes pages, comment elles sont, dans quelle position elles sont et tu n'es pas obligé de rechercher sur Google, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble du nombre de personnes qui viennent sur ton site comme sur ton Google My Business par exemple et du coup aussi le ranking de tes pages selon la position qu'on a. Voilà. D'ailleurs, je fais une mini parenthèse, c'est par rapport au... Souvent, par exemple, moi, pour le solaire, j'avais pensé à des mots un peu, des mots-clés bateau, voilà. Et en parlant en regardant avec AdWords, donc en parlant avec la dame qui était au téléphone, hein, qui m'a dit, ben voilà, elle m'a donné vite fait les enchères, je sais pas si on peut aborder ça maintenant, mais elle m'a parlé vite fait des enchères pour le solaire photovoltaïque avec les mots-clés. Et l'enchère la plus haute, enfin ce qui était le plus recherché, en effet, c'était devis panneau solaire, par exemple. Mais le mot devis. Et donc toi, tu disais prix aussi. Et c'est vrai que prix, devis, en fait. Et moi, c'était pas. C'est marrant parce que moi, si je raisonne pour moi-même, j'aurais pas cherché ça, en fait. C'est pas les mots que j'aurais cherché. Mais en fait, faut pas raisonner comme ça. Souvent, moi, ma manière de raisonner, c'est pas forcément la manière de raisonner de la majorité des gens. Et en fait, on a tous une manière de raisonner un peu différente. Donc, on n'a pas forcément les mots qui vont être recherchés en fait. Et même si on se dit oh bah c'est bon, je pense que j'ai fait le tour et j'ai les bons mots, en fait on les a pas forcément, on peut passer à côté. Donc c'est pour ça que, enfin moi en tout cas là j'ai été assez surpris que ce soit ça qui soit au top de la recherche de ce que font les gens. Donc forcément c'était au top du prix aussi en termes de prix de l'enchère. En termes d'ads, ouais, bah après, c'est justement, on rejoint ce que disait Oriane justement juste avant, c'est que la grosse différence entre le SEO et le SEA et la partie organique et la partie ads, c'est que si tu es le numéro un sur photovoltaïque, panneau photovoltaïque de vie à Dijon, c'est jackpot. Donc, d'où l'intérêt de passer par des professionnels comme Numéramèche, parce que comme tu le dis, Victor, tu n'as pas forcément conscience des mots, là c'est un instant promo clair et net, mais qui est réel, qui est à dire que de soit faire vous-même la recherche, soit effectivement de passer par des personnes qui vont la faire pour vous, parce qu'effectivement c'est possible de tomber à côté. Et merci à tous les deux d'ailleurs, et Oriane pour les outils, et Victor aussi pour ton témoignage, parce qu'en effet, c'est facile de se dire, ok, j'ai déjà une vague idée, ce qui pour moi est quand même un bon début, c'est-à-dire que quelqu'un qui démarrait et qui ne veut pas forcément passer par une agence ou qui veut faire son développement dans son coin, pour démarrer, déjà avoir une grande idée, je pense que c'est déjà
très bien et c'est déjà bien mieux qu'une grande majorité de personnes qui se lancent sur le web ou autre. Donc c'est déjà une très bonne chose. Mais après, c'est vrai qu'il y a un second temps qui est, OK, ça, j'ai identifié mes thèmes. Il me semble pertinent, et comme vous l'avez dit tous les deux, vérifions avec la donnée, vérifions avec le nombre de mots-clés qui sont cherchés, vérifions avec ce qui convertit sur Google Ads, pour quels mots les gens paient. Et là, en ayant on a déjà un bon socle de travail pour se dire, OK, maintenant, comment je répartis, et ça me fait une excellente transition. Comment est-ce que toi, Oriane, imaginons que quelqu'un a un budget limité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas des ressources, qui n'a pas 1 million à dépenser en ads, quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai une petite enveloppe de ads, ok, je vais la mettre, mais je compte aussi beaucoup me développer sur le SEO parce que ça me demande du temps et même j'ai envie d'apporter de la valeur à mon audience. Comment tu lui recommanderais de structurer sa base, sa landing page, peut-être son blog? Est-ce que tu peux nous guider, notamment pour Voltasol, si tu devais, on profite que tu sois là de nous faire un petit diagnostic. Bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, on parle vraiment du site internet. Pour le coup, le site internet, c'est assez important dans le sens où il faut vraiment qu'il soit structuré d'une certaine sorte pour pas que les gens se perdent et qu'on ait un bon maillage aussi pour les robots. Encore une fois, qui collectent la donnée, qui puissent vraiment comprendre le site et sa pertinence par rapport aux différents mots-clés. Donc, par exemple, ça va faire partie de tout ce qui est, alors mots-clés, on parle beaucoup de mots-clés, mais au final, comme j'ai dit en amont, le SEO, il y a 3 piliers. Donc on a la technique qui va être plutôt tout ce qui va être un peu de code. Dieu merci, nous avons WordPress et d'autres qu'on appelle des CMS qui nous permettent de ne plus passer par le code et l'HTML notamment. On a du coup tout ce qui va être effectivement contenu, donc les mots-clés qu'on parle beaucoup, et également l'e-réputation, où je vais en parler aussi après. Donc, on va peut-être commencer déjà par la technique. Comme ça, je vais pas partir un peu en live parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de le SEO, il y a tellement de choses à dire dessus que voilà, je vais essayer de me structurer au maximum. Mais déjà, le SEO, on va dire que pour avoir une base solide sur un site, il faut avoir du coup toute la technique, c'est-à-dire des pages qui se chargent rapidement. Donc ça, on a des outils aussi là-dessus. On verra peut-être avec Boris, je fournirai peut-être une liste par rapport à tout ça. C'est des choses qui sont gratuites. Donc voilà, les personnes qui veulent tester, etc., ça peut les aider parce que en gros, aussi Google peut du coup jouer sur votre position si votre site met 5, 6, voire 7 secondes à se charger. Il faut savoir que ça, c'est super important. Et du coup, pourquoi il ne se charge pas vite? Ça peut être une question d'images qui ne sont pas compressées, qui sont trop lourdes à charger. Ça peut être une question de DNS. Alors, je rentre un peu sur des trucs un peu plus complexes. Et du coup, d'autres choses aussi, par exemple, si votre site n'est pas responsive. Responsive, ça veut dire qu'il n'est pas adapté à tous les formats. C'est-à-dire que par exemple, on va créer un site internet sur du coup ordinateur. Par contre, sur mon téléphone, je vais dire des bêtises, on voit pas le texte ou alors il mange carrément. Il faut balayer pour qu'on puisse voir le texte. En fait, c'est vraiment pas du tout adapté au téléphone. Et ça aussi, pour Google, c'est super important. Après, donc voilà, ça c'est vraiment côté aspect technique, chargement, adaptabilité sur tous les supports. Également, il faut savoir que pour un site internet, pour tout ce qui va être page, il y a une structuration à respecter. Je te coupe pour rien, juste je vais rajouter une petite aparté là pour faire un petit point sur les deux catégories de personnes à qui on s'adresse là sur la chaîne numéro Mèche. Il y a une première catégorie qui sont les personnes qui ont un site avec 5, 10 pages, qui n'est pas un site très fourni. À ce moment-là, ce que je recommande personnellement, c'est de optimiser les pages existantes et les pages qui sont les plus consultées. La page d'accueil, la page service, etc. Par contre, pour les personnes qui ont déjà un site avec 10, 20, 30 pages, des modales, une application mobile qui ont déjà une activité sur le digital beaucoup plus importante, il y a un article que je mettrai aussi en description. Et là, il faut adapter la stratégie inverse, c'est-à-dire ne pas optimiser les pages qui sont les plus consultées, parce que normalement, elles sont déjà optimisées, mais optimiser les pages
qui ont le score le plus bas en termes de chargement, en termes d'optimisation. Et donc ça, je tenais à faire cette précision-là, qui est qu'en fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, il y a deux types d'optimisation différentes à faire et tu as couvert complètement le sujet de base sur le responsive, sur le temps de chargement et autres. Donc je suis désolé, je t'ai interrompu, mais ça me semblait important de préciser ça aussi. Non, il n'y a pas de mal. Mais non, non, t'as raison. Ouais, carrément. Oui, carrément. Il faut vraiment déjà de un avoir donc soit si on a peu de pages, vraiment de mettre toute sa force pour optimiser à fond sur ces pages-là déjà et de comprendre aussi peut-être qu'il y a des pages qui fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent, pourquoi elles remontent bien par rapport à d'autres, de comprendre effectivement si les mots-clés sont bien passés. Est-ce que du coup, bah, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Est-ce que du coup mes titres sont bien balisés? Alors, ce qu'il faut savoir sur les titres, c'est que on a comme si par exemple on écrivait un mémoire ou qu'on faisait une rédaction, on a notre titre principal qui est du coup le titre de la rédaction et après on va avoir des sous-titres et des sous-titres encore et des sous-parties, etc. Et du coup, Google, c'est pareil. Il va chercher votre page et en fait, mieux elle est structurée, plus il va collecter la donnée et plus il va la référencer vers le haut. Donc, il faut savoir que donc, c'est des balises title, ça s'appelle comme ça, où en gros, le titre, on va dire, du site, ça va être du H1, et après, ça va être entre H2, H3, H4, etc. Il faut juste savoir que en dessous d'un H2, je ne vais pas non plus m'étendre sur le sujet, parce que sinon, ça va prendre du temps, mais du moins, voilà, pour vous donner des petits tips, par exemple, de bien regarder si, donc déjà, il n'y a pas deux H1 sur votre page, déjà, parce que sinon, là, c'est un no-go pour Google. Et également, en dessous d'un H1, on a bien un H2 et pas un H4, par exemple. Ça, c'est pareil. Il faut vraiment respecter un ordre. Par contre, effectivement, après un H3, je peux remettre un H2 et après des H3. Il n'y a pas de problème. Il faut juste garder une structure comme si on écrivait un mémoire, qu'on faisait une rédaction, etc. et qu'on structurait vraiment, du coup, nos propos. Donc ça, c'est important. Également, donc ce que je disais, c'est par rapport aux images, donc qu'elles soient bien compressées. Donc ça, pareil, il y a des outils qui peuvent vous aider pour qu'elles ne soient pas trop lourdes. Et également, il y a quelque chose qu'on appelle le alt text. Alors sur WordPress, c'est assez simple. Quand on met l'image, souvent, il nous donne donc alt text, légende et description. Et donc, du coup, ce petit alt texte, on peut mettre ses mots-clés aussi également. On peut mettre, par exemple, voilà, le nom de la marque et du coup le produit qui est comment dire ça, qui est vu sur l'image ou si c'est une image qu'on a prise sur Internet, mettre toujours le petit mot de sa marque, c'est toujours bien. Comme ça augmente aussi, pareil, sur Google Images aussi, c'est important. J'ai une mini question. Quand on parlait de rapidité d'ouverture d'une page, si c'est trop lourd, ça met du temps et c'est pas bon. Mais c'est le site, enfin, quand on va sur un site, même si on arrive sur la page d'accueil, est-ce que c'est si on a une rubrique dans laquelle on a plein de photos ou des vidéos qui vont être plus lourdes, est-ce que ça va impacter l'ouverture du site quoi qu'il arrive ou ça va impacter que la page? Que la page. En fait, tu charges tous les éléments qui appartiennent à une page à partir du moment où tu charges la page. Tu mets 15 photos sur une page, t'en mets 3 sur une autre. Le site, il fait uniquement 2 pages. Sur ta page d'accueil, tu as les 15. Sur ta page numéro 2, tu as les 3. Google va charger premièrement la page d'accueil. Ensuite, après, il peut anticiper en fonction de ton comportement, etc. Mais d'un point de vue technique, à partir du moment où une requête n'est pas envoyée à ton navigateur, envoie-moi le contenu de telle page, normalement, il n'est pas censé le charger. Et pour la petite anecdote, j'avais construit mon premier site internet pour une photographe. Et effectivement, c'était un cauchemar. C'était mon premier site et effectivement, c'était coton, on va dire. Donc voilà pour ça, pour les images, les vidéos, c'est pareil. Il vaut mieux les héberger, par exemple sur YouTube, qu'on met en privé et après qu'on héberge, enfin qu'on met le lien d'hébergement souvent sur WordPress, CMS, pardon. C'est du drag and drop et on a juste à mettre le lien du YouTube qu'on référence pas sur YouTube, mais au moins comme ça. Ou si vous avez envie de référencer sur YouTube, vous pouvez aussi. C'est juste que au moins ça héberge pas sur votre site et pareil, ça nous permet du coup d'aller plus vite aussi sur le chargement. Exactement. C'est un point aussi à préciser, qui est qu'en fonction de la quantité de puissance que vous avez pour charger, il y a certains éléments qui vont être chargés en priorité. Et le texte va toujours être chargé en priorité, les descriptions, comme tu disais, le alt text, etc. aussi.
Et donc en fait, même si les images ne se chargent pas ou que la prévue de la vidéo ne se charge pas, au moins le contenu est là, et d'où l'importance du contenu et du fond. Je pense qu'on va en parler dans un second temps sur comment avoir sa stratégie de contenu, etc. Mais je pense que c'est hyper important. Moi, je voulais parler aussi de tout ce qui est balise, méta. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est assez technique pour le coup. Et même sur WordPress, je trouve que c'est pas hyper accessible. La première des choses, c'est la favicon. Donc, la favicon, c'est la petite icône qui est en haut à gauche d'un navigateur. Si vous êtes sur Google, c'est un G de toutes les couleurs. Donc, ça s'appelle c'est une favicon. Donc ça, c'est important que ce soit pas vide déjà, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir un site avec son logo, puis même en termes d'image de marque, ça fait quand même plus pro. Plutôt que Après, l'image de base, elle n'est pas non plus très 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 moche avec l'image de la planète, mais c'est quand même mieux d'avoir son logo. La deuxième chose, comme tu le disais très justement, le titre du site, donc ça pour le coup sur WordPress, c'est un jeu d'enfant. Et la description pareil. Il y a beaucoup de personnes qui font faire leur site. Et ce que je vois, c'est que très sincèrement, leur métadescription, elle est pourrie. Autant se dire les choses telles qu'elles sont, voire même inexistantes. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que si un jour, par exemple, quelqu'un tape Voltasol et qu'il y a nos processus, nos réalisations, nos références, notre matériel, etc. En fait, ces pages-là, si la métadescription elle est pas bonne, ça va pas apparaître correctement. Et on va avoir juste le lien voltasol.fr avec une petite description ou alors rien, alors qu'on pourrait avoir le titre, une description, plusieurs rubriques où les personnes peuvent cliquer, devis, tarifs, etc. Donc c'est hyper important de l'optimiser. Pareil pour les preview en anglais, je sais pas trop le mot en français, prévisualisation sur les réseaux sociaux. Donc et ça, c'est pas réseau. Il y a des balises par défaut, mais du coup, pour que automatiquement, quand je partage le lien d'un site sur les réseaux sociaux, ça affiche tel ou tel contenu. Donc, ça, c'est des optimisations qui sont pas faciles à faire. Peut-être que je mettrai d'ailleurs peut-être des infos là-dessus en fonction des systèmes. Je sais pas si c'est possible, parce que c'est quand même, ça change beaucoup d'un système à un autre, j'ai l'impression. Donc voilà, mais en tout cas, renseignez-vous là-dessus sur la description méta en fonction de l'outil que vous utilisez, ou demandez tout simplement à ce que ce soit bien fait, parce que c'est de l'espace en fait entre guillemets gratuit. Bon, évidemment, à partir du moment où vous êtes bien référencé, si vous n'êtes pas bien référencé, déjà c'est pas forcément facile. Mais, mais surtout si quelqu'un cherche le nom de votre structure. Par exemple, pour notre cas, Numéramèche, c'est hyper important que la description de Numéramèche, elle fasse 2 lignes et qu'il n'y ait pas de contenu en plus, que les personnes comprennent directement. Numéramèche, c'est une agence. Et en 2 lignes, les personnes doivent comprendre ce que vous faites et pas ajouter un paragraphe non plus qui fait 36 lignes parce qu'il ne s'affichera pas. Non, il y a 160 caractères, si je dis pas de bêtises, qui s'affichent, et pour le titre, c'est 70. Donc il faut pas aller au-delà, parce que sinon vous aurez 3 petits points, et Google n'aime pas ça non plus. Et pour vous, ça vous fait perdre le message que vous souhaitez aussi faire parvenir à la personne qui vous recherche. Pour le contenu, encore une fois, c'est tout ce qui va être backlinking. Donc ça peut aussi être de l'e-réputation. Mais voilà, vous allez vite comprendre. En fait, ce qui est important, donc les backlinking, ce sont les liens que vous mettez sur votre site, tout simplement. Et en fait, ce qui est important, c'est de faire naviguer votre lecteur et le garder sur votre site le plus longtemps possible, effectivement, pour qu'il ait de plus en plus d'informations, qu'il sache vraiment ce que vous faites. Et du coup, quand même, la finalité de la chose, c'est quand même qu'il vous contacte. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes de faire ce qu'on appelle du maillage interne. Donc, du coup, de lier des sujets que vous avez du coup évoqués sur certaines pages à d'autres pages que vous avez sur votre site internet, et que la personne puisse naviguer de manière vraiment fluide, et qui recherche l'information aussi de manière très facile pour lui. Donc on a ce côté-là, et également on peut avoir aussi le côté backlinking externe, où là ça peut envoyer aussi sur d'autres donc des articles qui vous mentionnent par exemple, et ça c'est des bonnes pratiques, parce qu'effectivement Google aussi fait attention à tout ça. Et donc du coup, si vous renvoyez sur des articles qui vous mentionnent, et que ces articles se renvoient à vous aussi, ça permet vraiment d'augmenter votre référencement et votre positionnement, parce que du coup Google sait qu'on parle de vous sur internet.
Moi, je vais juste faire un petit point sur les liens, parce qu'en effet, de faire des liens tout azimut avec des activités qui nous correspondent pas, même si j'en parle à Boris, c'est ce que je dis, moi, je connais des gens qui sont à leur compte, mais dans le domaine du massage, coiffeur, mais du coup, qui seraient prêts à mettre, et je lui disais: «Est-ce que c'est pertinent qu'ils mettent un lien et qu'on se m'envoie mutuellement des liens, en fait?» Moi, je fais une page lien aussi et en fait, non, enfin, il me disait: «Non» et je comprends, en fait, puisque il faut pas les liens, c'est bien, mais il faut que ça soit cohérent. Parce que si c'est, pour envoyer, vers, des gens qui ont pas du tout la même, activité que nous, c'est pas la peine. Enfin, a priori, voilà, c'est ce qu'on est ressorti, mais et c'est là où j'aimerais mettre mon mais, c'est que c'est plus compliqué de mettre des liens quand c'est, dans des choses qui nous correspondent. Parce que par exemple, moi, on va parler de Voltasol. Moi, je travaille avec, notamment une boîte, qui fabrique, des fixations, des panneaux, donc qui est très important dans la structure et eux, ils sont énormes. Ils sont basés en Allemagne, ils sont énormes, ça s'appelle K2 Systems et eux, il y a aucune raison déjà sur leur site, ils mettent pas de lien de professionnels de ça, ils ont pas que ça à faire, puis encore moins le mien. Donc déjà, moi, je peux mettre un lien de moi vers leur site, ça peut être bien, parce que les gens, ils voient leur site, en plus, il est super bien fait, ça. Ils voient quelle structure j'utilise pour fixer les panneaux. C'est un aspect quand même. Mais eux, ils vont pas me renvoyer le lien. Donc du coup, en référencement, je pense pas que ce soit très impertinent pour moi. Mais ça peut être pertinent juste pour que les gens voient en fait le matériel que je pose et que ça les rassure. Après, pareil pour l'onduleur, pareil pour les panneaux solaires. C'est toujours des grosses entreprises. C'est pas une entreprise qui, voilà. Même il y a que quand je parlais des vélos cargo 12 cycles qui ont fait un peu de retour vers moi, mais c'était plus parce que voilà, ils ont pris des photos, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est compliqué. Et si c'est d'autres professionnels, soit c'est des concurrents, donc c'est pas évident de se mettre en lien avec eux. Soit moi, il y a des gars avec qui je vais travailler sur ce thème-là, donc du solaire, qui ont aussi qui vont aussi bosser là-dedans. Et dans ce cas-là, on va mettre des liens. Mais c'est pareil, c'est pas évident parce que c'est des liens techniquement sur d'autres personnes qui font la même chose que nous. Donc si c'est pour envoyer chez, chez une autre personne, c'est un peu con. Même si ça peut être des fois des échanges voilà, de dire bah voilà, je bosse aussi avec cette entreprise, on est en lien et les gens ils comprennent bien que c'est deux entreprises différentes, mais que c'est pas pour autant que ça. Mais donc c'est pas évident, je trouve les liens. Enfin, en ce qui me concerne, dans Voltasol, par exemple, je trouve que c'est pas évident de trouver le bon lien et qui peut me renvoyer un lien aussi de manière pertinente. Et il y a aussi un concept qui est important de comprendre, qui est le concept d'autorité. Le plus vous prouvez à Google que vous êtes autoritaire sur votre sujet, le mieux c'est. Je m'explique. Dans mon cas, avec le blog que j'ai créé, c'est un blog sur un jeu vidéo. Et moi, quand je suis arrivé sur le jeu vidéo, j'étais personne. Bon, je me suis inscrit tôt, donc ça m'a aidé, mais j'étais pas connu du tout sur cette plateforme-là. Par contre, le fait d'interviewer des personnes qui sont déjà connues, qui ont déjà une audience, qui peuvent derrière le mettre dans un email, qui peuvent derrière le mettre sur les réseaux sociaux, qui peuvent l'envoyer à leurs amis qui jouent aussi au jeu, etc. Apporter de la valeur en fait aux personnes que vous voulez toucher. Et c'est hyper important de se poser la question et de se dire, ok, où est-ce que j'ai envie d'apparaître? Où est-ce que j'ai pas envie d'apparaître? Où est-ce que quelqu'un qui me cherche pas peut me trouver? Si la personne ne vous cherche pas, bah, de manière générale, vous ne devez pas apparaître. C'est aussi simple que ça. Sinon, on en a parlé d'ailleurs récemment avec toi, Victor. Sinon, ça allait faire l'inverse en fait. C'est-à-dire que si demain, j'essaye de mettre mon lien de site en lien avec des jeux vidéo sur, je dis n'importe quoi, un site de recettes de cuisine, bon, bah, la probabilité que quelqu'un qui cherche une recette d'un tiramisu se dit, bah tiens, je vais aussi aller jouer à ce jeu-là, elle est quand même assez faible, quoi. Donc ça c'est une chose. Et aussi essayer de trouver, et ça je pense que ça fait un bon lien avec le calendrier de contenu, comment s'organiser pour créer du contenu sur son blog, sur son site. Et juste pour bien insister, la première étape c'est construire une page d'accueil, construire les pages. Et là on va parler peut-être aussi du concept de page et d'article. Mais voilà, concentrez-vous sur une première page et ensuite étape par étape. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est identifier les personnes qui peuvent vous aider et par contre qui sont en lien avec votre activité, que ce soit des partenaires. Là, par exemple, dans le cadre de Voltasol, il y a certains fournisseurs de matériel avec lesquels on peut échanger. Des contenus que vous pouvez apporter. Je sais que Victor, tu as pas mal d'idées et on va le faire sur des conseils. Pourquoi on a choisi tel fournisseur?
la manière avec laquelle on travaille, les valeurs dont tu disais, l'écologie, pourquoi c'est important pour nous de communiquer de telle ou telle manière, pourquoi est-ce que tu t'es mis au photovoltaïque. Donc il y a plein d'idées comme ça qui peuvent être mises en place. Petite précision, donc un élément qui est important, je pense, pareil, je ferai un contenu dédié qui est éviter la réciprocité. Moi, ça m'a surpris aussi quand j'ai lu ça. Mais éviter, je te fais un lien, tu me fais un lien, c'est pas ouf. Et en effet, c'est un énorme sujet à qui demander, etc. Une phrase, d'où l'intérêt des réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'en effet, des gros fournisseurs vont pas vous mettre en page d'accueil, aller vous fournir chez un tel si eux, ils ont, je dis n'importe quoi, centaines de milliers de visites et vous en avez 10 ou 100. Effectivement, leur intérêt, il est assez limité de vous mettre en avant. Par contre, là où ça peut être plus facile, c'est peut-être via un post LinkedIn. Telle entreprise nous fait confiance. Faites-nous confiance aussi, parce que certainement ils prospectent sur LinkedIn. D'où l'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un premier axe qui peut répondre à quand même une stratégie où Google va remarquer, ah ok, cette personne-là a eu un post. Toi, derrière, tu peux le reprendre sur ton site Voltasol. Merci K2 pour la mise en lumière. Je ne sais pas trop comment tu peux le tourner, mais tu peux toujours trouver avec une interview d'un des commerciaux. Pourquoi on utilise K2? Toi et le commercial. Et donc il y a toujours quand même moyen de trouver des collaborations, même si évidemment, ils vont pas t'envoyer des dizaines et des milliers de visites. Il ne faut pas non plus s'inventer une vie. C'était juste une petite parenthèse. Et là, on peut rentrer carrément dans le sujet avec qui collaborer, etc. On ne fera pas la liste. Mais on donnera, en tout cas avant de conclure, là, dans les 5-10 minutes, quelques idées de collab. Et c'était juste voilà, pour peut-être aussi rebondir sur ce que tu disais, Victor. Il y a quand même, peut-être, alors je sais pas, si se trouve je dis ça et ils nous enverront balader, mais il y a peut-être quand même des possibilités de se faire remarquer positivement par Google, même avec des grosses structures. Totalement. Et pour rebondir aussi sur tout ce qui est donc maillage externe, il faut prendre en compte aussi donc ce dont parlait Boris tout à l'heure de l'autorité. C'est-à-dire que si du coup, des personnes te mentionnent sur un site qui a une autorité basse, ça va aussi du coup baisser ton référencement et ta position aussi sur Google. Donc c'est pour ça que, comme a dit Boris, il faut éviter la réciprocité parce que, bon, alors même si ce sont des fois des sites qui parlent exactement de la même chose que toi et que ça peut sembler pertinent au premier abord, en fait, tu vas avoir l'autorité du site qui va pas être très bonne par rapport à la tienne. Et au final, toi, ça va plutôt te tirer vers le bas que vers le haut aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est important de voir aussi par rapport à ça. Donc, les autorités, c'est pareil, il doit y avoir des outils. À l'époque, j'en utilisais justement pour ce genre de choses. Et en fait, tu vois, tu peux toujours être mentionné par des personnes. Par contre, tu as une option qui se dit sur les backlinks qui s'appelle follow ou no follow. Et dans ces cas-là, en fait, c'est un petit message qui est envoyé à Google en disant OK, donc ce backlink existe. Par contre, il ne follow pas, donc il ne suit pas vers mon site. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas totalement maillé à mon site internet et du coup, il ne pèse pas ta réputation. Par contre, effectivement, quand tu as des sites comme vous en avez pas pu parler, qui eux ont peut-être une autorité très très forte et qui peuvent du coup te faire rayonner également. Là, effectivement, il faut regarder si le maillage est bien marqué en follow et pas en no follow parce que même eux, du coup, comme tu as une autorité plus basse qu'eux, parce que du coup, du fait qu'ils soient plus réputés, etc. Effectivement, ils peuvent aussi te mettre en no-follow. Donc, il faut vraiment faire attention aussi à ce genre de choses parce que pour le coup, on se dit, OK, c'est trop cool, ils m'ont mentionné. Et au final, on voit que c'est en no-follow. Et en fait, du coup, tu ne bénéficies pas de leur rayonnement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un côté assez, comment dire, où on est assez déçu, en fait, au final. C'est du vécu. Donc, donc voilà, il faut faire attention aussi à ce genre de choses. Mais après aussi, pour les partenariats, etc., bon après, ce sera Boris plus de t'aiguiller là-dessus, mais tu as pas mal de choses, je pense, même si tu as par exemple de la presse écologique qui parle, tu vois, qui peut parler de ce sujet-là, qui peuvent les intéresser, qui ont des sites internet, tu peux peut-être aussi voir avec eux. Et dans ces cas-là, c'est un côté réciproque aussi parce que du coup, eux vont pouvoir t'envoyer des maillages et souvent c'est quand même des sites internet où il y a beaucoup de blogging, on va dire, c'est vraiment du blog. Donc, ils ont beaucoup d'articles donc, et ils sont très actifs. Et du coup, toi, tu vas pouvoir aussi bénéficier de leur rayonnement. Et ça dépend après de la personne, mais tu peux très bien voir avec eux pour te mettre en follow et pas en no-follow les liens. Il y a plein de pistes possibles par rapport au contenu. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut identifier exactement, comme tu l'as dit, les personnes qui aussi ont un intérêt, faut pas se le cacher, que ce soit pour leur audience d'apporter de la valeur.
Effectivement, peut-être au lieu d'aller directement à Dijon ou à Lyon, ou directement des médias qui sont directement extrêmement puissants, peut-être aller sur des médias de villes peut-être un petit peu plus modestes. Corcelles-Léman, plus local. Bah, après, il y a plein de stratégies qui peuvent exister. Faire nous-mêmes des interviews, ça on y avait pensé, avec contacter des personnes de la ville en leur disant pourquoi c'est important pour vous le solaire, pourquoi vous souhaitez que les Dijonais s'équipent en solaire. Et en fait, le fait de créer du contenu, pas forcément qui va nous bénéficier directement, même si au final, si, ça va quand même nous bénéficier, mais en fait, ça peut permettre derrière d'avoir des idées. Et peut-être qu'en parlant avec eux, en les mettant en avant, en fait, en mettant en avant leur initiative, eux vont pouvoir aussi nous renvoyer l'intention d'une manière dont on n'aura pas forcément pensé. Donc le fait de juste oser lancer quelques perches, de voir effectivement ce qui fonctionne pas, et réfléchir un petit peu aussi en se disant, OK, bon, on démarre, on va peut-être y aller de manière plus modeste avant d'aller directement vers les gros fournisseurs, etc. Et par contre, une fois qu'on a 4 5 6 déjà on a des avis, on a déjà un petit peu nous publié aussi du contenu pour montrer qu'on est légitime, on mouille le maillot, là, effectivement, les personnes vont prendre plus de temps. Par contre, si demain, vous arrivez, vous avez une landing page, vous avez un Google My Business qui n'est pas vérifié, et vous venez juste de créer votre compte LinkedIn, Insta et vous avez 3 followers, bon bah effectivement, les personnes ne vont pas forcément prendre la peine de regarder ce que vous faites. Donc déjà, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est déjà de manière générale, mouillez le maillot, faites votre contenu, construisez votre base de liste email, faites en sorte que vos prospects qui vous contactent ou que vous démarchez aillent sur votre site parce que vous avez collecté leur email, apportez-leur un maximum de valeur, collectez déjà 50, 100, 200 visites, voyez comment vous vous portez, et ensuite, dans un second temps, prétendez à aller collaborer avec des personnes. Mais moi, par exemple, dans mon exemple de blog, j'ai pas contacté des personnes qui étaient vraiment influentes sur le jeu avant peut-être la première année. Pour donner aussi peut-être un ordre d'idée, c'est-à-dire je me suis pas permis d'aller voir quelqu'un qui était extrêmement fort et dire bon bah salut, j'ai un blog, j'ai 20 visites. Non, j'ai attendu d'avoir 1000, 2000, 5000 visites, et en fonction du nombre de visites que j'avais, plus j'allais chercher haut. Donc je pense que ça fait sens aussi de se dire en fait juste est-ce que si c'était dans le sens inverse, est-ce que j'accepterais en fait tout simplement cette collab ou pas, être aussi honnête intellectuellement avec soi-même en se disant faut évidemment que ce soit gagnant-gagnant et que ce soit légitime, parce que sinon je pense que personne, enfin il n'y a pas grand monde qui accepterait, à part des personnes extrêmement généreuses, qui accepteraient de le faire s'ils savent que ça va pas leur rapporter quelque chose, ou qu'on peut pas s'entraider. L'idée c'est de s'apporter de la valeur mutuellement le maximum possible, et il y a toujours un moyen, peu importe l'échelle, il y a toujours en tout cas je pense qu'il y a toujours un moyen. Par contre, c'est très chronophage, quoi, de faire ça. Moi, je sais que moi, dans mon activité de plombier là et d'installateur là, de progressivement en solaire, c'est sur le papier, je dis oui et dans les faits, je le fais pas. Parce que c'est pareil pour mon site Vic Plomberie. Au début, j'en ai fait, hein, j'ai mis un blog et tout ça, et enfin un blog où je racontais des petites choses, je prenais des photos, des choses que je faisais, machin. Et après, je le faisais plus. Alors je le faisais plus aussi parce que j'avais beaucoup trop de boulot, donc c'était plus une priorité pour moi de communiquer, mais heu, mais heu, mais je le faisais plus parce que ça demande du temps, ça faut se motiver, faut avoir l'idée, faut et ça, c'est presque un deuxième enfin, quand on a déjà son métier, on n'a pas entre les enfin, voilà. Déjà d'être à son compte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est un truc de dingue. C'est pas que le métier, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas que le travail physique, sur place, c'est tout ce qu'il y a autour. Le téléphone, les organisations, le planning, tout ça. Puis tout ce qui est autour avec la compta et ça. Et du coup, de fait de se rajouter des charges, de boulot en s'occupant d'un site internet, d'un blog et tout ça, c'est stratosphérique, quoi. Après, on s'en sort plus. Mais ça peut être aussi pris comme qu'un loisir, un truc un peu sympa. Dire c'est pas une corvée. Donc, si on le fait de manière un peu ludique et de temps en temps sans se mettre une grosse contrainte, ça peut être sympa. Mais il faut le faire quand même de manière un peu régulière, ou même s'il y a des gros trous à des moments, je veux dire, on n'est pas enfin moi je vois pas ça, on s'en fout, je suis pas par exemple, comment, instagrammeur dans le sens où, les gens attendent ma publication, ça, on en a rien à foutre. C'est juste mettre des choses de temps en temps, montrer que ça existe, que c'est là. Les gens qui tombent sur le site de temps en temps, ils se baladent dessus, ils disent: «Ah tiens, c'est sympa, j'ai regardé un petit peu le blog», et basta, quoi. Après, si on veut vraiment rechercher, une si vraiment on a besoin de ramener beaucoup de monde et que ça soit actif et que ça soit vivant, ça OK, pourquoi pas. Moi, je sais que ce serait pas mon job, c'est pas mon truc parce que je pousserai pas jusque-là. Mais si des gens veulent avoir un site où ils veulent que ça soit comme ça, pourquoi pas? Et c'est vachement bien, mais ça demande beaucoup de boulot, par contre, et beaucoup de temps. Il y a plusieurs choses moi sur lesquelles je veux rebondir.
Déjà, la première chose qui est en effet, il faut être discipliné, dédier 30 minutes par semaine et pas se dire, OK, j'accumule une dette et je vais faire seulement 4 heures par mois. Tu vois, déjà, ça, je pense, c'est un premier axe pour faciliter les choses. Deuxième chose, il y a des outils qui existent. Moi, ce que je recommande, c'est de s'enregistrer en note vocale. Tu es en voiture, t'as pas grand-chose à faire. Tu lances ou t'es à la gare ou j'en sais rien. T'es quelque part où t'as pas grand-chose. T'es dans une file d'attente. Tu tues le temps. Bah, au lieu de tuer le temps et d'être sur YouTube ou je sais pas, faire de la merde, s'enregistrer et parler d'un sujet qui peut intéresser notre audience. Avoir 2, 3, 5, 10 minutes, 15 minutes de note vocale. Maintenant, il y a plein d'outils avec l'IA, on peut retranscrire cette note vocale. Alors certes, il faudra la relire, peut-être corriger certains mots, etc. Mais déjà, tu peux automatiser une grande partie de la création de contenu de cette manière-là, parce que c'est ce qu'on fait, hein. La dernière fois, on a eu une discussion de quasiment 2 heures. Je me suis pas amusé à tout retaper à la main. Euh, donc ça c'est une première chose. Et après, la deuxième chose dont on n'a pas parlé et ça m'y fait penser, qui est que c'est hyper important, SEO ou pas SEO, mais de manière générale, et pour le SEO c'est valable, que votre site et que vos réseaux sociaux vous ressemblent et que ce soit quelque chose de personnel et que ce soit pas un site lambda avec du contenu lambda, sans identité, sans... Il faut vraiment qu'il y ait une patte personnelle et des couleurs que vous aimez, un logo que vous aimez, des images que vous aimez, que vous soyez vraiment fier de votre site, de l'envoyer partout et de manière générale que ce soit très personnel, raconter des petites anecdotes. Toi, je sais que Victor, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, que tu as envie de faire, on va le faire. De donner son avis de temps en temps sur l'actualité, t'as des sujets un petit peu aussi pointus que tu vas aborder. Donc il y a quand même aussi la possibilité de, de tout simplement se spécialiser sur différents types de contenus et c'est cool de pouvoir se différencier et se dire ok peut-être aussi quelles sont les choses impopulaires que je pense et les gens ont peur des fois de se dire maintenant j'ai pas envie de partager un avis qui est impopulaire mais c'est hyper important en fait de le faire alors faut pas que ça vous joue des tours hein, mais des choses qui peuvent être peut-être un petit peu qui sortent de la norme ça peut aussi vous permettre de se dire ah ben en fait ok cette personne cet artisan cette entreprise bah, moi, elle me plaît parce qu'elle pense un petit peu différent et elle fait pas les choses comme tout le monde et ça me plaît et ça peut ramener pas mal de résultats. Par contre, tiens, je pensais à un truc, faut faire gaffe aussi à un piège. C'est-à-dire que dans le blog, par exemple, moi, je prends un exemple. Je mets un truc actualité. En ce moment, l'actualité sur le solaire, c'est que ça bouge énormément. Par exemple, il y a la TVA où ils disent que ça serait peut-être 5,5 au lieu de 10 et 20%. Il y a le fait que le taux de rachat, il serait peut-être à 4 centimes le kilowatt au lieu de 12 centimes. Donc, c'est des gros changements. Bon, là, je parle de trucs concrets, mais admettons, je le marque sur le site. Je dis voilà, là, par exemple, on est passé à un taux de rachat à 4 centimes le kilowatt au lieu de 12 centimes, admettons. Je le marque, et sauf que, je sais pas, 6 mois plus tard, j'ai toujours pas actualisé, j'ai toujours pas rajouté de choses dans mon blog. Les gens qui tombent dessus, ils vont se dire, mais le mec, déjà, c'est une information faut bien marquer aussi la date à laquelle on marque. Enfin, quand on donne une information qui a de fortes chances d'évoluer dans le temps, il faut bien indiquer, voilà, le moment où on le fait pour pas induire en erreur des gens qui regardent et ça, ou carrément passer pour un blaireau puisqu'on n'est pas à la page. Donc en fait, l'actualité c'est bien, mais quand on arrête de publier pendant longtemps, ben les gens ils le voient et même si on est toujours actif parce qu'on continue à bosser et on continue à faire des trucs, ça peut être dangereux parce que les gens ils vont se dire mais en fait le gars ça fait 1 an qu'il a rien mis sur son blog, du coup ben est-ce que voilà. Alors après, s'il a des avis réguliers, des gens qui me posent des avis, que les gens ils regardent les avis Google, ce genre de trucs, ils vont bien voir que la boîte elle tourne. Mais ça peut être, faut faire attention à ce qu'à partir du moment où on se lance dans cette communication-là, avec avec des choses un peu d'actualité ou montrer que c'est des choses vivantes, si du coup après si on laisse mourir un peu le truc, ça peut porter préjudice, je pense. Ouais, bien sûr, dans tous les cas, normalement, on va dire, dans tous les articles de blog, on va dire du moins sur WordPress, la date est indiquée d'office. Après, je pense qu'il faut la retirer si tu veux la retirer. Mais on va dire que dans le template de base, donc le modèle de base de article, tu as vraiment la date et l'heure même à laquelle, et des fois aussi la modification. Mais tu peux le retirer l'article du coup aussi, j'imagine. Si tu... Alors, si tu veux, après, si ton article est bien référencé, il vaut mieux que tu le gardes.
Ouais, mais s'il est caduque ou qu'on se dit, Tu peux ben, modifier ton site, tu peux modifier ton article. ouais, Il vaut mieux modifier l'article que de le supprimer. S'il est bien référencé, bah ça c'est une bonne, voilà, c'est un bon truc à prendre, ouais. totalement, ouais. Il vaut mieux Mm. que tu le modifies parce que s'il est bien référencé et bien indexé, si tu, du coup, si tu le supprimes, du coup, ton positionnement va baisser. Ok, d'accord. Et aussi, pour conclure un petit peu là-dessus sur la partie contenu, je disais une demi-heure par semaine. Alors peut-être que certains vont être complètement, non, moi je peux pas dédier une demi-heure par semaine, bien que j'en doute. Si vous voulez développer votre activité en ligne, à un moment donné, faut, faut relever les manches. Mais je pense que même si c'est trop, il vaut mieux se dire, OK, je fais 4 articles par an, un par trimestre, un bon article, vraiment utile, plutôt qu'en faire 12 qui sont nuls à chier. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite aussi, c'est l'objectif, c'est pas de le faire sur un an, c'est de le faire au minimum sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, et d'avoir vraiment une régularité. Je préfère quelqu'un qui publie 4 articles top qualité sur 5 ans, ça en fait 20, ça va ramener beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui va publier 200 articles à la va-vite que personne ne lit et qui sont là juste pour montrer que la société existe. Alors ça peut être une stratégie aussi, de se dire je prends 1 heure, je fais 10 articles avec ChatGPT et comme ça ils sont publiés et les gens pensent que j'ai publié 10 articles et que je suis actif. Personnellement, je ne le recommanderais pas sur le long terme. C'est-à-dire pour vous lancer les 2, 3 premiers mois, pourquoi pas. Mais à long terme, prenez le temps, asseyez-vous, parlez avec les personnes avec qui vous voulez parler, enregistrez-vous, faites ce que vous voulez, mais prenez au minimum 1 heure tous les trimestres si c'est pas possible de faire plus. Et mettez-vous à la place des personnes que vous voulez servir. Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent? Comment je peux leur apporter le maximum de valeur pour qu'un jour ils fassent appel à mes services ou qu'ils prennent mon produit. Et puis c'est possible aussi de noter tout simplement les questions des prospects ou des clients, de regarder voilà, qu'est-ce qu'on me demande le plus et de faire des articles si c'est pertinent. Totalement. Surtout que si vous écrivez des articles qui sont médiocres, votre positionnement sur ces articles-là sera médiocre. Et au final, c'est pareil. En fait, c'est à double tranchant, les articles de blog. C'est vraiment, soit on s'y met à fond, et comme l'a dit Boris, vaut mieux de la régularité, d'en écrire peut-être 4 dans l'année, mais au moins c'est des top articles, on va dire ça comme ça, que de faire, ok, je vais faire que du chat GPT, je vais demander 4 chat GPT, je vais demander tel mot-clé, etc. Mais au final, chat GPT n'est pas un expert en SEO, même s'il fait beaucoup de choses. Et du coup, ça peut vous plomber aussi votre référencement, qui au final n'était peut-être pas si mal que ça au départ, et que après, bah, du coup, vous serez vraiment oublié de Google, quoi. Donc, il vaut mieux effectivement se concentrer sur quelques articles et d'avoir une régularité que de créer des articles à appel et au final qui n'ont aucune valeur ajoutée. Après, c'est facile de savoir ce qui est pertinent ou pas pertinent. Bon, bah, je pense qu'on a fait un énorme tour avec Google My Business qui est hyper important, le site, les optimisations, les titres, le blog, la différence entre les pages et les articles. Donc, les pages, c'est des pages qui sont pas trop censées bouger. Les articles, c'est ce qui se trouve sur le blog, c'est une autre catégorie, c'est tout simplement une autre catégorie de contenu. Des potentiels partenariats, un petit peu aussi de mindset d'organisation, des conseils pratiques, pas mal de choses. Je sais pas si je pense qu'on est pas mal. Après, peut-être qu'on avait noté d'autres trucs, Oriane. Après, on avait parlé un peu des réseaux sociaux, mais c'était plus en mode de noter la localisation surtout où vous êtes, que ce soit sur votre site internet ou que ce soit sur des posts. Voilà, c'est juste de pouvoir mettre votre localisation comme ça, au moins vous êtes vraiment pareil, vous êtes vraiment recherché par votre public cible et pas par des gens qui habitent dans le sud de la France alors que vous habitez à Lille par exemple. Voilà, et que du coup votre service ne peut pas être délivré jusque là. Voilà, c'est juste qu'il faut rester pertinent sur la cible.